Bonjour et bienvenue pour ce nouveau vidéo consacré au bilan 2020-2023 de la pandémie de COVID-19. Donc ici, nous allons parler de l'évolution du virus, là, ce qui a été illustré là, par euh, un virus qui possède une mutation lui permettant d'aller plus vite que les autres. Et c'est un petit peu l'essentiel de ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, premièrement, regardons un petit peu de plus près comment, c'est-à-dire par quel mécanisme est-ce que les virus évoluent, et puis comment est-ce que ces notions s'appliquent dans le cas de la COVID-19. Alors, le mécanisme principal d'évolution des virus, ce sont les mutations. Les mutations qui se produisent le plus souvent et qui sont principalement responsables de l'évolution des virus, ce sont des mutations ponctuelles, c'est-à-dire que quelque part dans le génome, vous allez avoir un petit élément du génome, c'est-à-dire un nucléotide qui va être changé pour un autre nucléotide, ce qui va avoir des conséquences pour ce virus. Les conséquences peuvent être dans le fond une absence d'effet ou bien désavantager ce virus et auquel cas, évidemment, cette mutation va être perdue, pardon, ou bien conférer un avantage à ce virus, auquel cas, évidemment, ce virus va être maintenant favorisé pour ce qui est de sa propagation. Donc, on a vu beaucoup de ces mutations ponctuelles se produire pour ce qui est du virus SARS-CoV-2, donc qui est évidemment responsable de la COVID-19, et on va en voir un certain nombre dans cette vidéo. Un autre type de mutation qui est plus rare, ce sont des recombinaisons. Donc, ça se produit quand vous avez deux virus différents, c'est-à-dire avec des mutations qui les séparent, qui vont infecter la même cellule. Et pendant la réplication de ces deux virus, il va y avoir des échanges de morceaux de génome entre les deux virus. Okay? Et au final, on va aboutir à un virus descendant qui va porter des morceaux de génome du premier parent et puis des morceaux de génome du deuxième parent. Alors, c'est un mécanisme qui est bien connu pour des virus comme le VIH, par exemple, et on a pu voir des exemples de ça pour la COVID-19. J'en montrerai un vers la fin de cette présentation. Alors pour la COVID-19, on a pu observer que c'est un virus qui évoluait rapidement. Ce n'est pas surprenant parce que c'est un virus dont le génome est fait d'ARN et non pas d'ADN. Le génome de nos cellules est fait est fait d'ADN et le génome d'autres êtres vivants comme des bactéries ou des levures est également fait d'ADN. Et on sait que le le génome des virus à ARN évolue bien plus rapidement que lorsque le génome est fait d'ADN. C'est lié à des erreurs que fait l'enzyme qui copie le génome à ARN. Donc cette enzyme s'appelle la polymérase. Ensuite, pourquoi est-ce que les virus ont tendance à évoluer rapidement? Alors, premièrement, un cas de figure bien connu euh, où des mutations peuvent conférer un avantage certain, c'est lorsqu'un virus s'adapte à une nouvelle espèce hôte. Donc, lorsqu'il y a un saut d'espèce, on appelle ça également une zoonose. Et évidemment, ça a été le cas pour la COVID-19. On sait que le SARS-CoV-2 provient des chauves-souris et ultimement, donc, il s'est installé dans l'espèce humaine à travers cette pandémie. On présume qu'il y a eu des hôtes intermédiaires, possiblement le pangolin, possiblement d'autres animaux. C'est difficile à déterminer, le SARS-CoV-2 étant un virus qui est capable d'infecter un grand nombre d'animaux différents. En tout cas, il y a eu des sauts d'espèces. Et euh, on sait que certaines des mutations, notamment les mutations qui sont apparues les plus précocement dans cette pandémie, eh bien, correspondaient à une adaptation du virus à ce nouvel hôte. Une motivation habituelle pour l'évolution des virus, c'est également d'échapper à la réponse immunitaire.
Et ça, c'est également quelque chose qu'on a pu observer en temps réel pour la COVID-19, et en particulier pour ce qui est du variant, je devrais dire des variants qu'on a regroupés sous le terme Omicron, puisque ces variants sont capables relativement facilement d'infecter des personnes qui avaient été précédemment infectées par d'autres variants de la COVID-19. Et puis, on tentera d'expliquer pourquoi dans ce vidéo. Euh, et évidemment, donc, ça confère un énorme avantage à ces souches Omicron et ça a favorisé leur émergence. Une autre base habituelle de l'évolution des virus, c'est l'échappement au traitement, donc la résistance au traitement, si vous préférez. C'est quelque chose qu'on voit très, très fréquemment chez les virus, en particulier chez le VIH, pour qui on a beaucoup de variants qui sont associés à de la résistance à presque tous les médicaments anti-VIH qui existent. C'est quelque chose également qu'on a pu observer chez le virus de la grippe, qui au fil du temps est devenu résistant à certaines molécules telles que la lamantadine ou la rimantadine. Pour ce qui est de la COVID-19, on n'a pas vu vraiment se propager des souches qui seraient résistantes à des traitements spécifiques tels que le Paxlovid. La raison probable pour cela, c'est que ces traitements sont finalement peu utilisés, voire très peu utilisés. Et donc, il y a pas de pression suffisante sur le virus pour évoluer et devenir résistant à ces traitements. Alors, ce qui caractérise la pandémie de COVID-19, c'est qu'il y a eu un très grand nombre de séquençages de faits en un petit nombre, dans un temps finalement assez réduit, et on a pu vraiment suivre l'évolution du virus en temps réel. Donc, simplement à titre d'illustration, ici, ce que vous avez, c'est une estimation du nombre de séquençages de génome SARS-CoV-2 qui ont été faits seulement au Canada. Alors, donc là, on a le nombre de séquençages, si je me souviens bien, euh, c'est ça, pour une période de 2 semaines. Donc, vous voyez ici, par exemple, on avait à peu près donc 10 000 séquençages dans une semaine, c'est-à-dire 5 000 séquences déterminées à chaque semaine. Okay? Ce pic de séquençage est même monté encore plus haut à certains moments. Ici, ce pic-là, j'imagine, correspond à l'arrivée des souches Delta du virus. Et puis, ce pic-là, ça correspond à l'arrivée des souches Omicron. C'est-à-dire que lorsque on voyait bien qu'il y avait des nouveaux variants qui arrivaient, qui s'installaient, eh bien, les autorités sanitaires augmentaient le nombre de séquençages qui étaient faits pour vraiment avoir une meilleure photographie en temps réel de ce qui se passait. On a pu également en utilisant tous ces résultats de génomique, voir l'arrivée des différentes vagues correspondant aux différents variants. Donc, en 2020, on avait les vagues initiales du virus. Donc, le virus qui était vraiment le virus tel qu'il a pénétré dans l'espèce humaine, avec une mutation qui s'appelle D614G qui s'est installée. On va en parler un tout petit peu plus tard. Après, on a vu des vagues telles que la vague alpha, la vague delta à l'été 2021, et puis à partir de novembre-décembre 2021, la vague Omicron qui est ici en rouge, qui est évidemment devenue très, très prépondérante. Et à partir de là, on avait tellement de personnes infectées qu'on a arrêté de faire du diagnostic systématique. Et puis le nombre de séquençages a également diminué à peu près au même moment. Mais il y a encore beaucoup de séquençage qui est fait, notamment pour surveiller l'évolution des variants Omicron eux-mêmes. Alors évidemment,
et je le répète, les variants, c'est-à-dire les mutations qui s'imposent, sont celles qui vont conférer un avantage évolutif au virus. Alors, on va voir et lorsque ces virus ont un avantage évolutif, eh bien, ils tendent à devenir majoritaires de façon extrêmement rapide. C'est quelque chose qu'on savait déjà, mais c'est quelque chose qu'on a vraiment pu illustrer avec précision pour la COVID-19. Donc, voici quelques exemples. Premièrement, la mutation D614G dont je parlais juste avant. Donc, cette mutation, elle est apparue de façon précoce dans la pandémie. On l'a trouvé en premier en Europe. C'est une simple mutation d'un acide aminé dans la protéine S du virus. Donc, c'est une mutation qui va apparaître facilement et en réalité, on l'a vu apparaître à de multiples endroits de la planète de façon à peu près simultanée. Donc, on appelle ça de l'évolution convergente. Donc ça prouve bien que cette mutation vraiment confère un avantage. Et puis, vous voyez que avant le 1er mars 2020, même si cette mutation était très présente en Europe, elle était très peu présente ailleurs dans le monde, à part des petits spots ici qu'on voit par exemple en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Eh bien, quelques semaines plus tard, c'est la, la grosse majorité des souches virales qu'on séquençait possédaient cette mutation. Et puis, on voit cette mutation s'imposer là de façon plus précise ici sur cette courbe. Et vous voyez que ça a vraiment pris 3 semaines pour que elle passe de simplement moins de 2% à peu près 90% ou plus des souches de virus. Et cette mutation correspond très certainement à une adaptation du virus, donc à son hôte humain. À l'été 2021, on a vu arriver le variant Delta. Et variant Delta, on va en reparler un petit peu plus tard parce que c'était le premier variant qui s'éloignait significativement du reste des variants qui étaient connus, avec des conséquences importantes pour ce qui est de la résistance, pour ce qui est de l'efficacité des vaccins, par exemple. Et donc, on voit ici l'augmentation de la fréquence relative du variant Delta par rapport aux autres variants dans différents pays sélectionnés, tels que l'Inde, l'Australie, etc. Bon, dans tous les cas, vous voyez que la courbe se ressemble beaucoup, puis vous voyez que dans tous les pays dans lesquels le virus Delta est arrivé, eh bien, ça n'a pris que quelques semaines pour que ce virus devienne majoritaire. Et enfin, le variant Omicron qui s'est imposé fin 2021, début 2022. Donc là, ce sont les chiffres pour le Québec, c'est-à-dire le pourcentage de virus séquencés qui correspondent à Omicron. Et vous voyez qu'au début des vacances, pardon, mi-décembre 2022, on avait moins du quart des souches qui étaient des souches Omicron. Et donc, littéralement, une semaine plus tard, plus précisément, on avait plus de 75% des souches qui étaient Omicron. Donc, ça nous montre bien à quel point les souches Omicron se propageaient bien plus rapidement que les autres. Alors, on peut construire des arbres phylogénétiques qui illustrent, qui reflètent l'évolution des virus. C'est une méthode très répandue qui est utilisée pas seulement en virologie, mais pour l'ensemble du monde vivant. Et simplement pour expliquer en quelques mots, pour ceux d'entre vous qui ne seraient pas familiers avec cet outil, dans cet outil, on va représenter sur un même schéma différents génomes, différents variants. Et puis, ces variants vont être séparés les uns des autres par des branches. Et
taille des branches est proportionnelle au nombre de différences, c'est-à-dire au nombre de mutations qui séparent ces différents individus. Donc, sur cet arbre phylogénétique ici, eh bien, l'origine de l'arbre, ça correspond à la souche de Wuhan, c'est-à-dire celle qui a été introduite donc, dans l'espèce humaine euh, à la fin de l'année 2019. Et par la suite, évidemment, le virus a évolué dans différentes directions, ce qui a abouti à des sous-types qui ont été évidemment identifiés. Alors, les premiers sous-types à être apparus en 2020, c'était le variant alpha, le variant gamma, le variant bêta. Et vous voyez que ces différents virus sont relativement proche du virus initial. Okay? Donc, il y a des mutations, mais on est encore relativement proche par rapport aux variants suivants, notamment le variant Delta, okay? Qui est donc apparu à l'été 2021, et le variant Omicron, qui lui est apparu vers la fin de l'année 2021. Pour ce qui est du variant Omicron, il faut bien voir que ce variant, finalement, c'est devenu tout un monde viral en tant que tel, c'est-à-dire qu'il y a une énorme évolution à l'intérieur même des variants Omicron avec de multiples sous-types. On a BA1, BA2, BA3, BA4, BA5. Okay? On a tous entendu parler de ces virus, et puis les plus récemment arrivés, tels que XBB, dont on va parler à la toute fin de cette présentation. Et vous voyez que à l'intérieur même de Omicron, il y a davantage de différences génétiques. Exemple, BA1 est davantage éloigné de BA2, comparé par exemple aux différences génétiques entre alpha et gamma, ou même entre alpha et bêta. Okay? Donc, le virus continue d'évoluer très rapidement. Et j'en profite pour dire tout de suite que ce variant Delta, qui était le premier variant à être vraiment clairement éloigné du virus SARS-CoV-2 initial, eh bien, c'était également le premier qui était partiellement résistant aux vaccins qui avaient été mis au point en 2020. Les vaccins utilisaient évidemment les souches telles qu'elles étaient connues en 2020, c'est-à-dire des souches proches de la souche initiale. Okay? Et Omicron est encore plus résistant aux vaccins qui ont donc été mis au point en 2020. Alors, parlons justement de Omicron, de façon à illustrer un petit peu cette évolution et puis euh, les, les, euh, les mutations qui sous-tendent cette évolution. Eh bien, dans Omicron, on a trouvé un grand nombre de mutations à travers tout le virus, mais en particulier dans la protéine S, donc qui code pour la protéine de surface qui permet l'entrée du virus dans les cellules. Cette protéine S, c'est également la même protéine qui est ciblée par des anticorps. Et donc, lorsqu'on est vacciné, on forme des anticorps qui vont se diriger vers la protéine S, et ce faisant empêcher le virus de rentrer dans la cellule. Mais évidemment, s'il y a des différences importantes entre la protéine S d'un variant et puis la protéine S qui a été utilisée pour construire le vaccin, ça peut diminuer grandement l'efficacité du vaccin, et c'est ce qui se passe. Donc, dans Omicron, on trouve un certain nombre de mutations. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait certaines de ces mutations qui étaient présentes dans des variants précédents. Okay? Et donc, c'est une sorte de mosaïque de mutations, certaines qui sont nouvelles, certaines qui étaient présentes dans un variant ou dans un autre variant. Euh, et tout ça explique évidemment que Omicron est capable de relativement facilement réinfecter des gens qui avaient été infectés par une autre souche du virus ou bien qui avaient été vaccinés. Alors,
Et ces caractéristiques d'Omicron, elles peuvent être mesurées expérimentalement. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille sur du sérum du patient, c'est-à-dire qu'il contient des anticorps du patient. Okay? Et anticorps, euh, ces sérums, pardon, ont été donc prélevés chez des patients qui avaient été infectés par des variants autres que Omicron. Okay? Euh, en réalité, ils ont été infectés par le variant initial qui est ici D614G. Donc, euh, ce sérum, on peut calculer son pouvoir de neutralisation de virus, c'est-à-dire qu'on peut, en laboratoire, exposer du virus de tel ou tel variant à ces anticorps qui proviennent de patients et puis voir si les anticorps empêchent le virus de rentrer dans les cellules et d'infecter les cellules. Euh, et on peut calculer à partir de telles expériences un, un, un pouvoir de neutralisation. Et ce qu'on voit, c'est que les anticorps qui étaient trouvés chez ces patients neutralisaient efficacement le virus D614G, ce qui est logique puisque ces patients avaient été infectés par un virus proche de ce variant. Okay? Par contre, vous voyez déjà qu'il y a une petite diminution pour ce qui est du pouvoir de neutralisation contre le variant Delta. Et pour ce qui est du variant Omicron, la diminution est vraiment très forte. Ça a des conséquences également pour ce qui est des traitements, puisque des anticorps monoclonaux avaient été développés pour traiter les cas les plus sérieux d'infection par SARS-CoV-2, notamment lorsqu'il y avait des complications parce que les gens avaient un système immunitaire fragilisé. Alors, par exemple, la compagnie Regeneron avait développé des anticorps monoclonaux. Donc, pour développer ces anticorps monoclonaux, ils étaient allés chercher des gens qui avaient été infectés naturellement. Ils avaient prélevé leurs cellules qui codent pour les anticorps. Et à partir de ces cellules, ils avaient pu isoler l'ADN qui code pour donc, les gènes des anticorps, si vous voulez. Et ensuite, une fois qu'on a ces gènes, on est capable de produire à grande échelle en laboratoire des anticorps qu'on appelle un anticorps monoclonal parce que l'anticorps provient d'une seule cellule. Donc, Regeneron a produit plusieurs de ces anticorps monoclonaux dirigés contre la COVID-19. Ce n'est pas la seule compagnie qui a fait ça. Et ces anticorps étaient efficaces pour neutraliser les souches de 2020 du virus. Et c'est ce qu'on voit ici en bleu, c'est-à-dire que plus on augmente la quantité d'anticorps, et bien plus on a de la neutralisation de ces virus. Donc on a ces courbes qui sont, on appelle ça des courbes sigmoïdes avec cette forme en S caractéristique. Eh bien, par contre, ces différents anticorps monoclonaux, eux, sont absolument inefficaces pour ce qui est de neutraliser le variant Omicron. Et donc ça signifie que ces anticorps étaient devenus vraiment complètement obsolètes vers la fin de 2021. Ces différentes expériences sont tirées de l'article ici que je montre en bas à droite. Lorsque les virus évoluent, l'évolution peut avoir des conséquences au niveau de la pathogénicité, c'est-à-dire de la virulence. Dans le cas de la COVID-19, fort heureusement, on est allé en direction d'une diminution de la virulence, c'est-à-dire que lorsqu'on est infecté par du virus Omicron, on a moins de chances de développer des complications que lorsqu'on est infecté par une des souches précédentes. Et ça, on a pu déterminer que c'était essentiellement parce que le virus est moins présent dans ce qu'on appelle les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire en gros les poumons, puis également les bronches, alors qu'il est davantage présent dans les voies respiratoires supérieures, c'est-à-dire le nez et la gorge.
Le fait que les poumons sont moins infectés, donc il va y avoir moins d'inflammation au niveau des poumons. Et puis, c'est ce qui est illustré ici par rapport à d'autres à d'autres variants précédents. Ici, on est dans un modèle animal. OK? Par exemple, lorsque ces hamsters sont infectés par le variant Delta, eh bien, on voit qu'on a de l'inflammation au niveau des poumons parce qu'on a des infiltrations de cellules du système immunitaire et puis on a une diminution de euh, des, euh, de la capacité respiratoire pour ces animaux. Okay? Donc, vous voyez qu'il y a moins euh, de zones permettant des échanges d'oxygène, okay, qui seraient ici en blanc. Okay? Donc, dans le cas d'Omicron, il n'y a pas de différence significative après l'infection. Également, ces animaux infectés par Omicron ne perdent pas de poids de façon significative. Ils perdent un petit peu de poids, mais beaucoup moins que les animaux infectés par une souche de 2020, okay, B11, ou bien infectés par le variant Delta de 2021. Au final, c'était la bonne nouvelle, cette Omicron est moins pathogénique. Donc, quelles sont les caractéristiques des variants Omicron d'une façon générale? Alors, Omicron va se propager nettement plus rapidement que tous les variants précédents. Quelle est l'explication de ça? Il a été proposé que ce soit associé justement à une présence plus élevée euh, dans les voies respiratoires supérieures. Et donc ça va faire en sorte que le virus va être davantage présent dans les gouttelettes de salive euh, qui sont à l'origine de la transmission. Okay? Comme vous le savez, à peu près toutes les transmissions toutes se font euh, les, euh, euh, par l'inhalation donc de gouttelettes de salive qui contiennent le virus. Euh, et ça impliquerait que la deuxième caractéristique de ce virus, c'est-à-dire qu'il soit moins pathogénique, euh, c'était euh, évidemment, les virus ne sont pas des êtres vivants qui pensent, donc les virus n'ont pas d'objectif. Mais ce n'était pas dans l'objectif ou dans l'intérêt de ce virus d'être moins pathogénique pour son hôte humain. Simplement, le virus cherche toujours à se transmettre le plus efficacement possible. Et dans le cas de ce virus, ça passait par une présence accrue dans notre gorge et notre nez, et une présence accrue dans les gouttelettes de salive menant à la contagion. Et par en, en, une présence moindre dans les poumons. Et donc, par voie de conséquence, le virus est moins virulent. Okay? Mais c'est pas la virulence moindre qui explique que ce virus s'est imposé. C'est vraiment le niveau de contagiosité supérieur. Okay? Et par chance pour nous, cette contagiosité supérieure s'accompagne d'une virulence moindre. Une, un certainement un avantage certain des variants Omicron, c'est que ce virus infecte efficacement les personnes qui avaient déjà été infectées par d'autres variants, tout comme les personnes qui avaient été vaccinées, puisque jusqu'il y a relativement récemment, les vaccins étaient basés sur les souches de 2020. Et donc, on a vu le mécanisme de ça. On a vu que le virus était capable d'infecter efficacement les personnes vaccinées ou précédemment infectées parce que le virus est moins bien neutralisé par les anticorps qui existent chez ces personnes. Cela dit, on a quand même assez d'anticorps lorsqu'on a été vacciné ou lorsqu'on a été infecté pour que cela diminue significativement les risques de développer des complications. Et donc, c'est pour ça qu'on nous a beaucoup dit et répété à juste titre que même si les vaccins fonctionnent moins bien maintenant qu'ils fonctionnaient en 2020-2021,
ça vaut la peine d'être vacciné. Ça confère encore tout de même un avantage. Ok. Euh, donc, ce qu'on peut dire, c'est que la majorité des Canadiens, puis c'est la même situation dans beaucoup de pays du monde, à l'heure qu'il est, déjà été infectés par un des variants Omicron. Et de plus en plus de gens ont maintenant été infectés non pas par un seul variant Omicron, mais par deux variants Omicron, peut-être même davantage dans certains cas, parce que à cause de l'évolution rapide à l'intérieur des souches Omicron, eh bien, euh, 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 le, le, cette évolution rapide fait en sorte que quelqu'un qui aurait été infecté, par exemple, par BA1 il y a 6 mois ou plus, pourrait être réinfecté par XBB. Okay? Euh, Là encore, c'est surtout une question de diminution d'efficacité des anticorps qui existent. Donc, parlant de XBB, euh, ce, ce variant est intéressant parce qu'il résulte d'une recombinaison. Alors, comme je l'ai dit au début, c'est un phénomène génétique qui est euh, bien moins fréquent que les mutations ponctuelles. Okay? Ici, ce qui s'est passé, c'est que deux virus différents ont infecté la même personne, puis à l'intérieur de cette même personne, les mêmes cellules. Donc, quand je dis deux virus différents, je veux dire évidemment deux souches différentes du SARS-CoV-2. Okay? Donc, on peut déterminer qu'un des virus parentaux s'appelait BJ.1, l'autre était BM.1.1. Et on peut déterminer l'endroit exact à laquelle la recombinaison a eu lieu. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que la polymérase virale qui copie le génome a copié une partie du génome d'un des parents et ensuite a fait un bond vers le génome de l'autre parent et a continué à copier le génome de l'autre parent. Et le résultat, c'est qu'on aboutit à une nouvelle souche virale, donc qui est XBB, okay, euh, qui, euh, euh, qui possède des mutations typiques d'un des parents, puis des mutations typiques de l'autre parent. Et vous comprenez évidemment que ce type d'événement, il est rare, mais ça permet un bond en avant dans l'évolution parce que la souche qui en résulte va acquérir d'un coup de multiples mutations. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour la suite de cette pandémie? Évidemment, faire des prédictions, c'est dangereux. Euh, on, euh, et à peu près personne ne s'aventure à faire des prédictions précises et je n'en fais pas moi non plus. Donc, ce que je peux, c'est avancer des possibilités. Alors, il est possible que on continue dans le statu quo actuel, c'est-à-dire que on ait de nouveaux variants qui dérivent de Omicron, qui apparaissent, qui continuent à être de virulence moyenne. Okay? On n'est quand même pas dans un virus de faible virulence. Là, c'est pour bien des gens, c'est quand même une infection qui est plus sérieuse qu'un simple rhume. C'est probablement équivalent à la grippe en termes de virulence. Le statu quo actuel va peut-être se poursuivre avec un virus qui va s'installer durablement, qui va continuer à être hautement transmissible. Il faut dire aussi qu'il y a maintenant une immunité collective qui est assez grande contre ce virus, qui certainement contribue à ce que la virulence reste faible. Donc, en d'autres termes, la grande majorité des gens ont des anticorps contre COVID-19, quand bien même ces anticorps ne sont souvent pas parfaits pour stopper des nouvelles souches qui apparaîtraient, ils sont quand même suffisants pour conférer un assez bon niveau de protection. Les virus qui vont être favorisés vont continuer à être ceux qui sont capables de réinfecter des gens qui ont été précédemment infectés ou bien qui ont été vaccinés. On ne peut cependant pas exclure la possibilité d'éclosion occasionnelle de virus, de variants qui seraient plus virulents. Okay? Donc,
qui cause plus de dégâts à l'autre, et que ça aboutirait à des épidémies de plus ou moins grande envergure. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu similaire à ce qu'on observe pour le virus de la grippe, pour lequel on a occasionnellement des nouveaux variants qui apparaissent, qui sont plus pathogéniques, qui causent un pourcentage élevé de décès. On a eu des alertes de ce genre, notamment en Asie, dans les 10-15 dernières années. Euh, Heureusement, c'est assez rare qu'il y ait une éclosion de virus qui soit à la fois plus virulent et qui soit à la fois beaucoup plus contagieux. Et pour que ce virus devienne prépondérant et puisse se répandre partout sur la planète, il faut absolument qu'il soit plus contagieux. Mais on ne peut exclure la possibilité que cela se produise dans le futur, c'est-à-dire que pour la COVID-19, on ait à un moment donné un variant qui se propage rapidement et pour lequel, qui serait associé à une virulence qui soit très élevée, un petit peu, enfin, plus élevée en tout cas, un petit peu comme ce qu'on avait au début de la pandémie en 2020. Alors, on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est certain que ça va être important de continuer à surveiller l'apparition de ces variants par un effort de séquençage massif. Et puis, je dirais que cet effort massif de génomique, il devrait être dirigé pas seulement sur la COVID-19, mais probablement sur tous les pathogènes connus pour l'humain. Alors, merci de votre attention et puis à la prochaine fois.